Regarde ces images. Partout sur le continent, de Dakar à Kinshasa, on ne parle que d'elle. La Chine construit nos ponts, la Russie assure la sécurité de nos palais. Le récit habituel, c'est une nouvelle colonisation. Ou à l'inverse, ce sont nos nouveaux sauveurs. Mais si je te disais qu'on regarde tous au mauvais endroit, la Chine et la Russie ne sont pas en train de conquérir l'Afrique. Elles sont en train de remplir un vide stratégique que les pays africains ont eux-mêmes laissé ouvert. Elles sont le reflet de nos lacunes, selon cet analyste. Il y a un décalage en fait entre la manière dont les pays africains vont planifier leur développement et comment les différentes puissances qui investissent en Afrique, elles, planifient leurs investissements en Afrique. Elle, c'est Amina Touré, chercheuse en économie politique à l'université de Cambridge. Elle analyse comment le pouvoir et la politique influencent l'économie et vice-versa. La Chine, ce qu'elle va chercher premièrement en Afrique, c'est à sécuriser son rôle économique et géopolitique sur la scène internationale. Concernant la Russie, elle va essayer d'utiliser les failles et les fragilités sécuritaires en Afrique comme levier géopolitique. Avec elle, on va exposer une réalité sur laquelle on ferme les yeux. On va vous expliquer pourquoi la Chine et la Russie gagnent une course que l'Afrique n'a même pas encore commencé. Première chose à comprendre, le déphasage temporel. Amina Touré explique que quand la Chine signe un contrat pour le cobalt en RDC ou le fer en Guinée, elle ne pense pas à l'année prochaine. Elle pense à sa transition écologique de 2050. Elle sécurise les composants de ses futurs téléphones et voitures électriques pour les 30 prochaines années. Parce qu'on sait que la Chine est en pleine transition écologique, donc elle a besoin de différents minerais comme le cobalt ou le coltan pour développer différentes industries, notamment liées à l'électrique. C'est ce que cette chercheuse appelle la stratégie de puissance. C'est un combo. Gouvernement plus banque plus entreprises. Ils avancent en bloc. Par exemple, la Chine, elle a un réel alignement lorsqu'elle investit entre le gouvernement, les entreprises et les banques publiques ou même les banques privées. Ces trois entités, elles vont vraiment se coordonner pour investir dans différents pays africains et pour réellement bénéficier le plus possible de ces investissements économiques. Pendant ce temps, de leur côté, la plupart des pays africains planifient à l'année budgétaire. On survit au jour le jour. On gère des crises, on pense au prochain mandat, pas à la prochaine génération. On fait du court-termisme face à des champions du monde du marathon de la croissance. Et ça, la Chine le sait. C'est pourquoi, dans sa stratégie, elle va s'adapter à chaque pays avec des offres sur mesure, mais qui font partie de son agenda à elle. Il y a généralement deux sortes de pays dans lesquels la Chine va investir. On a premièrement les pays développementalistes. Ça va être le cas par exemple de l'Éthiopie. Ça va être des pays assez centralisés qui ont une logique et une idée très claire de la stratégie qu'ils veulent adopter pour le développement. Donc dans ce cas-là, la Chine, elle va aider à l'industrialisation du pays, aider à l'emploi, alors que dans d'autres pays comme par exemple la RDC, avec des infrastructures et des institutions beaucoup plus fragiles, la Chine va surtout développer des secteurs de manière assez isolée, sans forcément industrialiser d'autres secteurs en parallèle. Et la Russie dans tout ça? Son approche est différente. Moins d'infrastructures, plus de hard power, la puissance dure. Elle va surtout fournir une aide sécuritaire au gouvernement, fournir des armements, fournir aussi des formations militaires. C'est l'opportunisme du génie militaire. La Russie repère les failles sécuritaires. Quand un État est isolé ou en crise, Moscou arrive avec une offre simple. On protège ton pouvoir, on forme tes soldats et en échange, on accède à tes ressources. Elle gagne des marchés économiques parce que c'est l'une aussi de ses stratégies. Lorsqu'elle propose des services, souvent, elle va essayer d'utiliser ces failles sécuritaires en échange de leviers politiques, en échange de leviers économiques et pour avoir accès effectivement à d'autres ressources. C'est comme si ta maison brûlait. Tu n'as pas le temps de comparer les devis de 15 fournisseurs. Tu prends le premier extincteur qu'on te tend, même si celui qui le tient demande les clés de ton coffre-fort en échange. La Russie, elle n'a pas besoin de planifier sur 10-20 ans. Si elle est là au bon moment, à la bonne crise et qu'elle se présente comme l'une des seules options aussi pour le pouvoir en place, elle peut réussir comme ça à sécuriser son hégémonie dans certaines régions africaines. C'est comme ça aussi qu'elle érode l'influence occidentale sans tirer un seul coup de feu contre l'Europe. Elle utilise nos propres urgences pour s'installer. Et c'est ici qu'on aborde le point qui fait mal. Au lieu de toujours aller voir ailleurs, pourquoi les pays africains, qui sont sur un même bout de terre, font face aux mêmes problèmes économiques et sécuritaires, ne se soutiennent-ils pas? Pourquoi, face aux puissances comme la Chine et la Russie, ils ne se mettent pas ensemble pour mieux peser dans les négociations et conclure des deals qui leur seront plus favorables sur le long terme? C'est la tragédie des petits morceaux, et Amina Touré l'explique bien. La plupart des pays africains, ils vont commercer beaucoup plus avec des pays qui sont hors Afrique qu'avec des pays qui sont intra-africains. Et c'est aussi lié à un manque d'infrastructures, parce que justement, ces pays-là vont faire en sorte que les infrastructures qu'ils vont développer ou les infrastructures dans lesquelles ils vont investir dans les pays africains vont premièrement servir à l'exportation vers leur propre pays et pas forcément vers les pays africains. C'est l'une des conséquences de l'extractivisme. Nos routes et nos rails ne sont pas faits pour aller de Bamako à Abidjan, pour commercer entre Lagos, Yaoundé et N'Djamena. Ils sont faits pour aller de la mine vers le port, vers l'extérieur. On commerce plus avec la Chine ou l'Europe qu'entre nous. Résultat, on vend notre brut et on rachète le produit transformé. Regarde l'exemple de Dangote au Nigeria, un privé qui décide de raffiner le pétrole sur place. Pourquoi a-t-il fallu attendre un milliardaire pour faire ce que des États auraient dû planifier depuis 1960? Parce qu'on est bloqué en bas de la chaîne de valeur. On extrait, ils transforment. On transpire, ils encaissent. Alors est-ce que la Chine et la Russie sont vraiment le problème? Pour Amina, la réponse est non. Elles ne font que suivre leurs intérêts nationaux. C'est ce que font toutes les puissances. Elle explique aussi que le vrai problème
que la Chine et la Russie mettent en lumière, c'est finalement notre manque d'industrie, notre faiblesse à transformer sur place, à créer de la valeur ajoutée et surtout notre absence de projet commun face à ces superpuissances. La Chine et la Russie nous montrent que si tu n'as pas d'agenda, tu finis dans l'agenda de quelqu'un d'autre. Ah, autant pour moi. L'Afrique a un agenda, l'agenda 2063, mais que personne ne connaît. On a fait toute une vidéo là-dessus. Tant que les pays africains négocieront en 54 morceaux disparates face à des géants organisés, ils seront des proies faciles, pas des partenaires. C'est pourquoi Amina Touré propose de viser des niches stratégiques. Par exemple, accepter qu'on ne peut pas concurrencer la Chine sur tout, mais choisir des segments précis de la chaîne de valeur pour capter la rente technologique. Ce qui serait plutôt intéressant de faire, c'est d'essayer de se concentrer sur une partie de la chaîne de valeur à développer massivement avec l'aide d'investissements chinois par exemple. Et en captant cette valeur-là, essayer de développer d'autres industries qui seraient utiles au développement de secteurs clés et qui permettront à l'Afrique de passer à un autre niveau. Autre chose, la gouvernance interne. Pour elle, l'industrialisation ne sert à rien si les bénéfices sont captés par une élite. Ce qui veut dire qu'il va falloir absolument résoudre et au plus vite le problème de la corruption et de la redistribution des biens et services. Amina ne tergiverse pas. L'enjeu pour notre génération, ce n'est pas de choisir entre l'Est et l'Ouest, c'est de créer un Sud qui sait enfin ce qu'il veut, qui transforme ses propres minerais et qui arrête de réagir pour enfin agir. La course a commencé et il serait temps que les Africains qui ne l'ont pas encore fait enfilent leurs chaussures. Et abonne-toi à Agi Plus Français pour comprendre l'Afrique telle qu'elle est réellement.